RTI2, vous êtes sûr, on garde le contact. Il est 13h16 en temps universel. Madame, Monsieur, si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel, vous suivez le direct, vous pourrez réagir au sujet qui sera traité sur ce plateau. Vous le savez aussi bien que nous, l'actualité est marquée en Afrique de l'Ouest par l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Et le point est utilisé par l'équipe de production de On garde le contact pour s'intéresser aux épidémies en général dans les pays en voie de développement. L'impact économique a été traité ici hier et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la propagation des virus liés aux épidémies. Est-ce que ruser avec les mesures préventives entraîne la propagation rapide des virus ou encore des épidémies? En d'autres termes, est-ce que lorsqu'on ne respecte pas les mesures prescrites par les autorités et les techniciens en la matière, est-ce qu'on contribue à faire durer ou on contribue à la longévité des épidémies? 22 42 54, vos opinions nous intéressent. Et si vous avez un smartphone ou une tablette entre vos mains, vous allez agir par facebook.com/ l'émission On garde les contacts. Le quorum est atteint ici, les invités sont gonflés à bloc. Bienvenue à tous et à toutes. On garde le contact. Lundi, impact économique des épidémies dans les pays en voie de développement. Mardi, épidémie rusée avec les mesures préventives, peut-on accélérer la propagation? Mercredi, le métissage culturel entre l'Afrique et le reste du monde porte-t-il fruit? Troisième partie. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. 12 millions de dollars dépensés dans le premier trimestre au Nigeria pour les soins liés à la maladie à virus Ebola. En Guinée-Conakry, le PIB va chuter, on le sait, et aussi l'Afrique de l'Est est presque infectée, est presque touchée par les vagues, pas la maladie, mais par les vagues, parce que certains touristes mal informés croient que l'épidémie a atteint l'Afrique de l'Ouest. Or, il n'en est de rien. Alors, au Kenya, par exemple, on est dans la période du tourisme et les choses fonctionnent au ralenti parce que tout simplement, certains touristes croient que l'Afrique de l'Est est atteinte par les ondes du virus d'Ebola. Or, il n'en est de rien. Voilà. On va s'intéresser donc aujourd'hui aux mesures préventives. Les mesures prescrites doivent être respectées. Si on ne les respecte pas, est-ce qu'on est tout aussi dangereux que la maladie elle-même? Voilà. Est-ce que celui qui ne respecte pas les mesures préventives est aussi dangereux que la maladie? Parce que lui et la maladie vont faire peut-être chemin ensemble parce qu'il va contribuer à la longévité de cette maladie sur le territoire sur lequel il évoluera. Les invités sont avec nous. Nous commençons par Aristide Nkenda. Aristide, bonjour. Bonjour Mohamed. Vous êtes éditorialiste, journaliste sur ce plateau. Vous nous êtes vraiment utile pour comprendre l'actualité internationale, mais aussi pour comprendre certaines questions un peu compliquées pour le commun des mortels. Vous êtes chargé à bloc aujourd'hui pour nous parler des mesures préventives. En face de vous, nous avons Ismaël Diop. Ismaël, bonjour. Bonjour Mohamed. Voilà, vous êtes promoteur de festivals, vous vous intéressez à l'Afrique et à ses richesses. Vous nous êtes utile parce que votre mission vous amène un peu partout dans le monde. Vous en savez énormément sur la culture africaine en Afrique et aussi sur le regard porté par ce qui touche à l'Afrique, à l'extérieur de l'Afrique. En face de vous, nous avons Monsieur Seydina Chérif Ahmed. Seydina, bonjour. Bonjour Mohamed. Voilà, Seydina Chérif Ahmed est le président de l'Institut des civilisations noires. Il fait de l'archivage, il fait de la recherche, il aide également les richesses de l'Afrique à avoir de la voix. Il les met à la lumière grâce à une équipe qui travaille tout le temps et il est auteur d'une œuvre qui sera prête très bientôt. Ça va s'appeler La dictature culturelle. Merci, on en parlera un de ces quatre, hein? Seydina.
Voilà, Patrick Ndiakan, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux internautes. Voilà, merci. La toile est déjà engagée hein, et vous avez déjà une image qui fait rire. On ne va pas en rire, mais des personnes qui ont déjà inventé une façon de se faire les civilités par rapport à la maladie, à virus Ebola. D'accord, chacun à sa façon essaye d'apporter la sensibilisation adéquate aux citoyens. Et voici une internaute sur notre page Facebook qui nous a montré la nouvelle façon de se saluer. C'est aussi peut-être une mesure à respecter. Non, c'est une proposition. Non, je veux dire, oui, voilà, je veux dire une proposition. Leur façon à eux de dédramatiser la chose. Voilà, voilà c'est exact. Alors si Fatou le permet bien de montrer juste à cette image, voilà, sur la page Facebook, Ebola Greeting, c'est comme ça qu'elle a se nommé cette façon de se saluer. Elle nous dit en même temps qu'à cause d'Ebola, on nous oblige à se saluer de la sorte. Vous voyez que tout le monde ne peut pas supporter cela. En un mot, c'est impossible. Voilà une façon de dédramatiser les choses. Voilà, mais il faut mettre encore une couche sur la réalité qui est qu'il faut éviter les poignées de main, les accolades, les bises, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Voilà, ça. on va rester dans la sensibilisation aujourd'hui. Le premier sujet est dans la colonne baptisée En bref. À tout de suite. À 2014, en un an, une accélération dans la filière café et cacao, un gain de 22% a été enregistré au niveau des producteurs. Un élément du journal télévisé du groupe RTI nous en dit plus. Et tout à l'heure, Aristide Nkenda qui s'intéresse à la question va nous donner des détails. Pour le Conseil du café cacao. Conséquence, bonne moisson pour les producteurs ivoiriens de cacao pour la deuxième année consécutive d'application du mécanisme de vente anticipée à la moyenne. Cette année encore, ces cacaoculteurs se frottent les mains. Nous sommes donc à la deuxième campagne stabilisée. Nous allons commencer le 1er octobre la troisième campagne stabilisée. C'est plus de 2000 milliards de francs CFA qui ont été distribués dans le monde paysan, avec les prix borchants qui ont été constatés. De 2013 à 2014, la filière enregistre une augmentation de 22% des gains des producteurs. Nous avions 1070 milliards de francs CFA au cours de la première campagne, mais là c'est café-cacao. Et puis pour le cacao, exactement 1000 milliards. Et puis pour le cacao, cette année, c'est plus de 1200 milliards qui seront distribués. En adoptant le système de vente à terme, la Côte d'Ivoire sécurise le revenu de ses planteurs qui empochent 60% du prix mondial, de sorte que le paysan bénéficie directement de la bonne tenue des cours internationaux, tout comme il subirait une dépréciation des gains en cas de morosité du marché. Mais pour le moment, ce cas de figure n'est pas de saison, vu la tendance haussière des cours. Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Aristide Nkenda, la moisson est bonne. On va utiliser le titre écrit par notre aligneur du jour, M. Justin Asselou. La moisson est bonne, Aristide. Oui, Mohamed, il faut simplement saluer le travail effectué par la direction générale du Conseil Café Cacao et surtout la mise sur pied d'une organisation efficace et performante. Et c'est ça la performance en entreprise. Et vous avez dû écouter le commentaire du journaliste qui dit que le système, c'est la vente à terme qui fait en sorte que l'argent tombe directement dans les poches des producteurs. C'est à saluer et vous savez que c'est la principale matière première de Côte d'Ivoire. Et vous savez que c'est à travers le café au cacao qu'on a bâti ce pays. Ouais. Et donc, je suis tout à fait heureux de savoir que nous avons sur le plateau Dr Gabré qui se bat chaque jour et dont la fonction est agrothérapeute. Ça veut dire qu'à travers nos champs, nous pouvons mieux nous nourrir, mieux nous soigner et aussi mieux nous enrichir. Et c'est à saluer Madame List qui est la fille, il faut quand même le dire, d'un des plus brillants intellectuels africains. Voilà. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. On se rappelle de cette signature en fin et en ouverture de programme sur la RTI, même si on était très jeune à l'époque. Je pense qu'on est en train d'aller vers cette réalité-là. On ne peut pas aborder cette question sans donner la parole à Seydina Chérif Ahmed. Oui, bon, moi, 2000 milliards distribués aux producteurs de café et cacao. Oui, ça c'est une très bonne chose. Mais en dehors de cela, moi je pense qu'il y a deux choses que je voulais dire. On a déjà parlé de ça ici. Il faut qu'on puisse lutter pour que le cacao puisse rentrer dans le mess des Ivoiriens.
Parce qu'en réalité, on a l'impression que le cacao est produit pour être vendu seulement qu'à l'extérieur. Il faut qu'on puisse travailler pour que, voyez-vous, pendant Noël, vous voyez qu'on importe des arbres de l'étranger, comme le sapin. Alors pourquoi ne pas prendre des plantes de cacao pour faire ce genre de choses? Pourquoi les plantes de cacao ne sont pas dans nos bureaux, comme le riz est en Chine? Parce qu'il faut que les Ivoiriens sachent que le cacao est l'un de nos produits qui vraiment, comme on l'a dit ici, qui nous a aidés à développer notre pays. Il faut que tous les Ivoiriens puissent savoir ce que c'est que le cacao. Il faut qu'on puisse l'enseigner d'abord à l'école. Il faut qu'on puisse, les chercheurs puissent trouver des produits dérivés du cacao qui n'est pas seulement la consommation comme ça du café, comme on le fait d'habitude. Vous voulez dire qu'on peut gagner plus? On peut gagner plus. Déjà, on peut gagner plus 2000 milliards, voilà, c'est pas mal, mais c'est pas mal, mais on peut gagner plus si tous les Ivoiriens sont conscients, ou bien si on inculque, comment on appelle ça, le cacao dans notre esprit, que c'est un produit qui est le nôtre, qu'on peut l'utiliser sur plusieurs angles, ça sera très important. Pas que le cacao serve seulement à la fabrication du chocolat ou du beurre. Justement, parce que le chocolat, trouver d'autres produits dérivés. Justement, le chocolat est cher à la consommation ici. Alors, donc, ça devient un peu compliqué. Voilà, tout à l'heure, on passera la parole. Je crois qu'il pose ici surtout le problème de la transformation effectivement, sur place. Et je pense que lorsque vous voyez les revenus, c'est surtout l'État gagne à partir du droit unique de sortie qui est assez minime. Alors qu'à partir de la transformation, si vous voyez les revenus que l'on engrange à partir des produits faits sur place, et je crois que c'est 1000 fois plus qu'on pourrait gagner. Voilà, vous avez la parole, vous allez la garder. Vous qui en savez beaucoup sur les programmes des différents gouvernements, est-ce qu'il y a des actions dans ce sens-là, Aristide? Ah oui, absolument. Et je vous ai toujours dit, il faut lire. Le problème aussi en Afrique, c'est qu'on ne lit pas assez. Et c'est là où j'interpelle les hommes politiques. Les hommes politiques n'arrivent pas à nous inculquer la notion de la compréhension de la culture politique. Et à partir de ce moment, il y a des programmes que les gens ne lisent pas. Et on se limite à la dimension affective, on suit quelqu'un parce qu'on l'aime. Non, il y a des programmes qu'il faut lire, notamment le programme national de développement 2012-2015. Et je crois que c'est dans cette dynamique, la réorganisation de la société, la programmation aussi bien dans tous les secteurs, et voilà que ça porte des fruits. Voilà. Très bonne nouvelle en tout cas. De 2013 à 2014, la filière café-cacao a enregistré une augmentation de 22% des gains pour les producteurs. On est monté à 22%, soit 2000 milliards distribués aux producteurs. Monsieur Diop, avant, le docteur Gabriel qui n'a pas attendu l'État pour s'intéresser à ces plantes locales, café et cacao. Vous, une opinion? Moi, je vais dans le même sens que Cédina. En fait, pour la transformation, même si on n'a pas les moyens de transformer, il faut qu'on puisse convaincre les usines. Tout compte fait, la main-d'œuvre est moins chère ici qu'en Europe, en Angleterre ou dans d'autres pays. Donc, il faut qu'on réussisse à convaincre ces industries de délocaliser les unités de transformation ici. Ça va. Je pas les afro-optimistes. Nos afro-optimistes, ils ont toujours le chic de dire que nous n'avons pas les moyens. Comment ça, nous n'avons pas les moyens? Quand je dis on n'a pas les moyens, c'est pas dans l'immédiat, on ne peut pas investir dans une grosse industrie. C'est quoi l'investissement? Mais quand tu me poses cette question-là, en fait, Docteur Gabriel n'a pas attendu avoir les moyens pour s'investir. Tu es comme un colon, en fait. Tu prends les gens par les mots, tu les juges par les mots. Non, pas du tout. Vous êtes un afro-optimiste. Quand vous avez dit tout à l'heure, vous les afro-réalistes, que les Africains n'aiment pas lire, qu'il y a des programmes. Les programmes, où on les trouve? Ce n'est pas dans les bacs. Hein. Ça ne se vend pas à 200 francs, les programmes. On ne sait même pas où c'est. Mais comment tu Donc, ce n'est pas disponible, en fait. L'information n'est pas disponible. Donc, on ne vous prend pas au mot. On est d'accord que c'est pas accessible. Non, on est d'accord que c'est pas accessible. Sinon, dire que les Africains n'aiment pas lire. Si tu me proposes... Non, on a fini avec ça. Non, c'est pour te rattraper. Laisse-le aller au bout. Dire que les Africains n'aiment pas lire. Si tu me proposes Baudelaire, qui n'a rien à voir avec ce que je connais, qui n'a rien à voir avec ma culture, je me retrouve pas dedans. Mais si tu me proposes un livre de Sambel Ousmane, je vais le lire du début jusqu'à la fin. Parce que tout ce qu'il décrit appartient à mon environnement, ça m'éduque, ça m'apprend des choses. Donc, on propose... Moi, j'ai vu un livre de 3e. À chaque fois, j'oublie ça. Quand je suis allé en France, j'ai vu un livre de 3e de la France pour passer le BPC. Un livre d'histoire géo. Dans aucune page, on parle de nous. Aucune page.
Est-ce que c'est le même discours que nous Non, c'est pour te dire, non. C'est pas le même discours. Je vais revenir dans ce que tu dis. Tu as Parce dit que Diop, tu as dit Diop tu que- prends tout non. le monde au mot. On peut faire la même chose, mais c'est un comportement qui n'est pas afro-optimiste. En fait, nous, on est concret. dans notre Je pense façon de faire les que, choses. comme additif, ce que Dieu veut dire comme moyen, ce ne sont pas les moyens intellectuels qui manquent. Ce ne sont pas les moyens, c'est pas le génie, ce n'est pas l'intelligence qui manque. Ce sont les moyens Maintenant, politiques. je réponds à ta question. Ce sont les moyens politiques souvent qui manquent. Parce que nous avons l'impression que nos hommes politiques ne donnent pas un programme d'industrialisation des pays africains. C'est-à-dire que la politique est plutôt basée sur l'exportation et l'importation. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fasse de telle sorte que le cacao puisse rentrer dans nos mœurs. Ça veut dire, ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait des transformations ici pour que l'Ivoirien puisse connaître ce que c'est que le cacao. Parce que généralement, les Ivoiriens même ne savent pas ce que c'est que le cacao. Mon inquiétude, c'était qu'on avait l'impression que le fait qu'ils disent qu'on n'a pas les moyens, c'est qu'on va attendre d'avoir les Non, moyens. on n'attend pas d'avoir les moyens. Moi, je dis, quand la Chine aujourd'hui a une puissance et que toutes les grosses industries européennes sont délocalisées là-bas, c'est pas parce que la Chine est un pays pauvre, mais c'est parce qu'ils ont fait travailler et ils ont une politique pour pouvoir créer plus d'emplois et ils dépensent moins en fait. Et ils créent de l'emploi. Ok, merci beaucoup. On aurait voulu que Fatou nous permette d'avoir quelques illustrations concernant ce discours sur le café et le cacao. Le dernier intervenant s'appelle Gabriel. Il est agrothérapeute. Son combat est en train d'être fait en plein plateau parce qu'il est tous les jours ici avec les produits dérivés du café et ou du cacao qu'il présente lui-même sans aide de personne, mais qui arrive à faire leur chemin. Alors là, les choses commencent à bouger dans le bon sens pour vous, docteur, en attendant que les vagues vous atteignent. Merci, Kanté. Je voudrais me réjouir de ce débat, mais je crois que nous sommes vraiment aux antipodes de la réalité. C'est vrai qu'on peut se réjouir que les paysans aient touché 2000 milliards, mais l'État touche quoi? L'État touche 200 francs de droit unique de sortie par kilo, ce qui n'est rien du tout. J'ai fait un petit calcul simple. Aujourd'hui, le kilo du cacao est vendu en Occident à 300 000 minimum. Parce que la tasse coûte, disons, 3 000 francs. Et dans un kilo de cacao, on peut tirer en moyenne 100 tasses. Donc ça fait 300 000. Si sur les 300 000, on applique un taux de TVA de 18%, ça fait 54 000 francs CFA que l'État aurait pu tirer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on n'a pas besoin d'attendre des investissements pour lancer une industrie de transformation. L'industrie de transformation, c'est une volonté politique. L'industrie de transformation va permettre d'abord de donner une valeur ajoutée au cacao, une plus-value, va créer des emplois. Voyez-vous, moi je m'étonne souvent. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a des écoles d'aéronautique civile. Mais il y a combien de compagnies d'aviation ici? On a des écoles d'électronique. Mais il y a combien de compagnies d'électronique ici? Les autres dans ces domaines sont à des années-lumière de nous. Là où nous pouvons engager un minimum disons, de compétences et de volonté à atteindre quelque chose, c'est sur les choses basiques. Pour moi, le café et le cacao, c'est ça qui a permis que j'aille à l'école. Le café et le cacao, pour moi, sont des produits de souveraineté. On ne doit même pas... Quelle est l'identité de la Côte d'Ivoire? Combien d'écoles en Côte d'Ivoire proposent les métiers du cacao? Combien d'écoles proposent les métiers du café? C'est une grande question. Je suis outré quand je rentre dans une direction, dans un ministère, et que dans la salle d'attente, on m'offre du Coca-Cola. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ça, ce sont des problèmes de fond. C'est vrai que la Côte d'Ivoire distribue 2000 milliards, mais l'État gagne quoi? C'est ça la grande question. Et les Ivoiriens gagnent quoi? C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il y ait des plantes de cacao dans presque tous les bureaux. Pour qu'on puisse... c'est comme ça. Déjà, il faut que ça soit dans le quotidien des gens. Je suis heureux que le Dr Gabriel me rejoigne parce qu'on ne doit pas attendre d'avoir les moyens. Je crois que c'est une volonté, et même pas seulement politique, mais une volonté sociétale. Voilà. Et commencer déjà par habituer, comme Seydina le dit, les Ivoiriens à ces différents produits qui sont cultivés sur des étendues et des étendues de superficie ici. Voilà, il n'y a même plus grande place pour la culture vivrière, donc il faut mettre tous les moyens, hein, et surtout, comme l'a dit Dr Gabriel, dans les salles de réception, offrir ce qu'on produit aux gens, voilà, comme déjà boisson pour, je voudrais dire un dernier mot, Mohamed. Pour les accueillir. Moi, je suis heureux que le président de la République ait dit qu'à l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire sera un pays émergent. La Côte d'Ivoire sera un pays émergent à part entière avec le café et le cacao. Je pense qu'il faut travailler sur ce sujet. Depuis la défense Satmassi que le président Oufoué avait mis en place pour développer l'agriculture, hein, disons l'agriculture café cacaoyère, je pense qu'aujourd'hui on doit réfléchir à la mise en place de deux structures.
J'ai écrit un document que j'ai remis à Nkenda en tant que journaliste international, mais j'ai occulté cette partie. Il faut que nous soyons capables, disons le président de la République, je l'invite, qu'il mette en place une structure pour réfléchir à l'industrialisation des produits du terroir, des produits agricoles du terroir, notamment le café, le cacao. Il faut qu'il y ait une structure, à l'image de Bennett, qui dise, cette année, on va industrialiser le café, le cacao, la banane. Pour ma part, j'ai fait mon petit bout de chemin et ces produits-là peuvent devenir non seulement des produits alimentaires, mais des produits de santé et des produits de création d'emplois. Pour ma part, ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est qu'il faut qu'on soit présent sur toutes les foires qui parlent d'agriculture. La Côte d'Ivoire... Ça se fait déjà. Ça se fait, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Vous voyez, quand, par exemple, je regarde les équipes européennes jouer, sur les maillots, je vois floquer visite Malaisie en anglais, ou bien Azerbaïdjan, Fire of Land. Moi, je pense que nous devons réfléchir à être présents sur tous les plateaux. Communiquer énormément. Merci beaucoup. Merci, Dr Gabriel. Voilà, c'était... Oui, mais utiliser tous les espaces. Hein. Il a dit les salles de réception des bureaux dans l'administration, Seydina le dit, dans la déco, être présent un peu partout. Voilà, même à l'entrée des studios de la télévision. Partout. Là, sur ce plateau, on devrait nous offrir le café. Le café local de chez nous. C'est notre bien. C'est notre bien. C'est la consommation locale. C'est notre identité, c'est notre culture. D'accord. Voilà. J'insiste pour dire que le thé n'est pas meilleur que le café. Le thé n'est pas meilleur que le café. C'est une simple question d'accompagnement commercial et de volonté politique. Le thé est devenu aujourd'hui un générique. Un peu de thé, un peu de thé, un peu de thé. D'accord. Merci beaucoup. C'était la parenthèse, le premier point de brève. Hier, à titre d'information, nous avons parlé de l'impact économique des épidémies en général dans les pays en développement. Les chroniqueurs et les invités ont eu à développer certains points très intéressants. Voici pour vous un condensé. Ils ont commencé à dire, ah, il y a un cas d'Ebola. Non, il n'y a pas de cas d'Ebola. C'est une pièce de théâtre pour montrer le jour où il y aura Ebola. Parce qu'il faut parler la conduite à tenir. Voilà, la conduite à tenir. Et vous dire que les gens sont déjà équipés, ils attendent. En cas de problème, ils seront là pour vous aider. Il faut juste aller dans le premier poste de santé. Je voudrais appuyer ce que dit Diop pour dire qu'il faut être honnête avec soi-même et avec la Côte d'Ivoire. Ça, on a des mesures, on a pris des mesures préventives. Mais si je sens que j'ai quelque chose que je ne vais pas me porter à un centre de santé, il est évident que je vais d'abord en mourir, faire mourir mes amis, mes parents, mais mettre la Côte d'Ivoire en danger. Donc c'est une question d'honnêteté. Il faut d'abord être honnête avec soi-même. C'est vrai que souvent les frontières sont ouvertes, les frontières ouvertes, les frontières maritimes et autres. Mais le prix des marchandises devient très chers. À cause du risque. À cause du risque, parce qu'on dit zone rouge déjà. Donc ça veut dire que sur le marché aussi, les produits deviennent aussi chers. Donc ça veut dire qu'économiquement, la vie devient chère. C'est pour ça que c'est très important de faire comprendre aux uns aux autres qu'on n'a pas intérêt à ce que nos États soient déclarés des États, des zones rouges. Zones à risque ou des zones rouges. Ousmane Traoré nous dit, moi je félicite le gouvernement par rapport aux mesures qui ont été prises. Si on respecte, je crois que cela va aller par rapport aux documents qui vient de voir tout à l'heure. Pendant ce temps, M. Di Maria Cissé pense aussi que les mesures qui ont été prises doivent être respectées par la population. Et je pense que si on prend en compte ces mesures, ça va aller. C'est un mot qui revient un peu plus souvent. Voici encore une autre réaction intéressante de la part de M. Noël Le Samontaire. Il nous dit: aujourd'hui, avec l'avènement des épidémies de manière brusque et soudaine, déjà avec des crises récentes et maintenant des épidémies créent un fossé dans l'économie, ce qui empêcherait maintenant la non-réalisation de certaines infrastructures importantes. De plus, cela suscitera une crainte, je dirais même une peur chez nos investisseurs. Je suis en classe de terminale et j'ai 16 ans. Je pense que c'est à saluer parce que c'est un jeune de 16 ans qui a ce genre de réflexion. Je pense que la jeunesse a vraiment s'y main véritablement pour stopper cette épidémie. Le lecteur lambda, vous savez le niveau que nous avons dans nos sociétés, il ne sait pas ce que fait la différence entre les guillemets et la vérité. Donc, il faut faire très attention en temps de crise, surtout quand c'est une maladie aussi dangereuse que la maladie à virus Ebola, de pouvoir titrer d'une certaine façon. Il faut que nos confrères, je ne suis pas anticonfraternel, moi je suis journaliste, nos confrères doivent avoir la possibilité d'avoir un langage franc, mais responsable. Merci beaucoup Aristide Nkenda. On vous rappelle que l'on parlait hier de l'impact économique des épidémies dans les pays en développement et aujourd'hui,
On parlera des mesures préventives. On est dans la sensibilisation. On est en train de vous dire de ne pas du tout ruser avec les mesures préventives. Voilà, ne pas en rire du tout, surtout les appliquer, sinon on devient tout aussi dangereux que le fléau lui-même. Alors, avant de passer la parole à Patrick qui nous fera l'état de lieu concernant les différentes formes de traitement des épidémies, Seydina a quelque chose à ajouter à l'impact économique? Bien sûr, parce que, comme je le disais au début, je pense que c'était la semaine passée, la direction du port autonome d'Abidjan avait pris une résolution de pouvoir interdire les navires qui avaient déjà touché ces côtes-là, c'est-à-dire le Nigeria, le Libéria, la Guinée et autres, d'avoir accès à notre port ici. Mais 2 jours après, ils ont annulé cette interdiction parce que ça allait agir vraiment de manière très négative sur l'économie du pays. Parce que nous savons très bien combien le port d'Abidjan apporte comment on appelle ça, à la Côte d'Ivoire. Moi-même, j'attendais des clients qui sont chez nous, attendaient plus d'une centaine de conteneurs qui devaient débarquer à Abidjan, qui étaient sur ces navires. Mais heureusement, je pense que heureusement, la direction du port a pris ses responsabilités et pouvoir annuler cette interdiction qui vraiment nous permet aujourd'hui de travailler tranquillement dans le port. Mais il y a eu des mesures, voilà, il y a eu des mesures. Oui, quand il a pris ses responsabilités, ça veut dire, c'est ce que nous disons toujours, il faut réfléchir, voilà, il faut réfléchir toujours à pouvoir préserver nos intérêts. Alors donc, les mesures maintenant, je pense qu'il y a, comment on appelle ça, une équipe qui va sur mer, qui d'abord, de toutes les façons, les bateaux ne rentrent jamais dans le port sans qu'un pilote ivoirien ne parte les chercher sur la mer. Donc, ils vont faire des visites d'abord sur le navire avant maintenant que les équipes embarquent, voilà, avant que le bateau voilà, donc ça veut dire qu'au lieu qu'il y ait l'interdiction formelle, au moins, il y a, voilà, ça nous permet, tout était son faire, et ça nous permet quand même de travailler. Mais il faut aussi dire, Mohamed, que pour revenir sur la préoccupation de Seydina par rapport à l'économie, il y a des pays qui sont allés très loin. Hein. On vient d'apprendre ce matin qu'il y a un pays comme le Cameroun qui a fermé toutes ses frontières avec le Nigeria, par exemple. Donc, aussi bien les frontières terrestres que les frontières maritimes. Donc, à un moment donné, quand on n'a pas la capacité de réagir promptement, le mieux, c'est de pouvoir se barricader en attendant. Oui, bien sûr. Quand on a reçu comment on appelle ça, le message, on n'était pas fâchés, entre guillemets, non. On s'est dit, ah ok, ça c'est bien, mais toujours est-il que si le gouvernement peut aussi trouver des méthodes qui nous permettent de pouvoir, de ne pas stopper totalement, une équipe va sur mer pour aller bien contrôler le navire avant que le navire ne rentre. De toutes les façons, même quand les navires accostent, il y a toujours, dans le système ici en Côte d'Ivoire, il y a toujours... Qu'il y ait épidémie ou pas. Qu'il y ait épidémie ou pas, il y a toujours un contrôle, un contrôle, voilà, il y a toujours, voilà, aux portes d'entrée de tous les pays, que ce soit à l'aéroport, au port ou aux frontières terrestres. Et l'on tient à vous dire qu'il s'agit de mesures provisoires, mais le rodage a lieu ici en Côte d'Ivoire. Vous avez vu la simulation hier. Aujourd'hui encore, on vous passera le même élément pour rassurer les uns et les autres. Et vous allez nous appeler dans seulement quelques instants, juste à la suite de Patrick, pour nous dire, pour nous faire part de votre contribution concernant au respect des mesures préventives. Patrick Ndiakan. Bien avant Patrick, je voulais encore rappeler ce que nous avons dit hier, Dr Gabriel et moi. On va vous facturer ça par seconde. Oui, non, la culture. Chaque seconde 10 000. Pardon, la culture africaine, la tradition africaine n'est pas contre les mesures préventives qui ont été lancées par nos gouvernements. Parce que ces cultures ont été faites par le génie et l'intelligence de nos parents pour notre bien-être. Donc, il ne faudrait pas que ce soit se cache derrière une quelconque tradition pour ne pas respecter ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Très bien. Et ça nous donne, je vais dire, de la matière. Au Libéria, par exemple, l'attaque d'un camp qui abritait voilà, des cas suspects, par exemple. Bon, je pense que ce sont des ignorants. Ça n'a rien de culturel. Voilà, ça n'a rien de culturel. Ça n'a rien d'africain. Il s'agit... C'est très dangereux. Voilà. C'est très dangereux parce que je voudrais rappeler qu'en 1992, il y a une secte japonaise, Aou Shinikyo, qui s'est déportée au Zaïre, ex-Zaïre, aujourd'hui RDC, pour se procurer le virus Ebola. Pour se procurer le virus Ebola et agir dans la population japonaise pour, disons, lever des revendications. Une secte. Une secte, ça s'appelle le bioterrorisme. Et donc, ce qui s'est passé au Libéria,
ne croyez pas que c'est un cas isolé. On en parle comme si nous, on n'était pas concernés. C'est faux. Mais les Libériens qui ont été enlevés dans ce camp, ils peuvent aller dans n'importe quel pays pour, disons, exporter ce virus. Et donc, il est tout à fait important de rappeler à nos autorités de redoubler de vigilance. Parce que ceux qui ont été extirpés de ce camp-là n'agiront pas seulement sur le territoire libérien. Si ça a été fait à dessein. On reste optimiste. Merci beaucoup. 22 42 54. Dans quelques minutes, vous allez réagir et on tient à dire que la liaison téléphonique est rodée et attend vos réactions, surtout sur Internet et également Patrick est prêt. Alors, Patrick, vous allez nous faire part de 2 genres de traitements. Exact. Premier traitement historique. Historique. Avant tout, j'aimerais aussi préciser un point de fait très important par rapport au docteur Gabré. Il vient de développer un de mes points par rapport à l'exil sur les différents malades qu'on peut détecter dans une zone. J'aurai l'occasion en tout cas de vous l'expliquer. Alors, parlons maintenant du traitement historique. Il faut dire que les pandémies, les épidémies, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. D'ailleurs, depuis depuis le Moyen-Âge, il y avait déjà l'existence des épidémies. Depuis Mathusalem. Depuis Mathusalem. Voilà, il y avait l'existence des épidémies et les premières pratiques qui étaient mises en place pour permettre la lutte contre ces épidémies étaient le fait de prier dans un premier temps, ensuite brûler les hérétiques et des personnes ayant peut-être été infectées par une maladie. Ensuite, nous avons aussi l'utilisation du sang de vipère et de la bave de crapaud. C'était aussi des mesures qui étaient mises en application sur des personnes qui avaient une maladie qui avait une grande réputation. Et aussi, il y avait la purge. Nous disons que la purge est africaine, non, elle était utilisée par les Européens à l'époque. Il y avait aussi la saignée qui était dans le but d'aggraver l'état de choc et aussi la diarrhée pour permettre d'abréger les souffrances d'un patient. Il y avait aussi le point tout à l'heure que le docteur vient d'énumérer, la mise en exil d'un malade, je veux dire. C'est-à-dire, s'il habitait dans une contrée ou dans une communauté, on essayait de le mettre de côté, très loin. Le danger de cette affaire, justement, le malade est certainement mis en exil, mais transportait avec lui la maladie et pouvait contaminer d'autres personnes qui se retrouvaient avec lui, de nouvelles personnes, je veux dire, dans sa nouvelle habitation. Et c'est à partir du XVIIIe siècle, sinon XVIe siècle, déjà que l'Europe, disons, le monde entier mettra enfin des mesures adéquates qui s'actualisent aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en isolement et la séparation des malades dans les hôpitaux. Ensuite, il y avait aussi la désinfection du courrier et des monnains, c'est-à-dire le fait de toucher de l'argent ou du papier parfois était un moyen de transmission des maladies. Alors déjà, des personnes à désinfecter cela. Il y avait aussi l'incinération des morts. Il y avait la mise en quarantaine systématique des navires suspects efficaces pour éviter de nouvelles épidémies. Je parle en ce moment de M. Séguinan qui parlait des navires parce que